2014. On a les Pacers d'Indiana de 2004, la saison 2004-2005. On a les Sacramento Kings, les célèbres Sacramento Kings de la saison 2001-2002. On a le Magic d'Orlando de la saison 94-95. Et on a les Houston Rockets de la saison 96-97. On a les Lakers de la saison 2003-2004. On a le Heat de Miami de la saison 2010-2011. On a les Dallas Mavericks de la saison 2006-2007. Et enfin, on a les Lakers de la saison 2012-2013. Et enfin, on a les Golden State Warriors de cette saison qui vient de terminer. Donc, les Golden State Warriors qui ont perdu dans la finale contre les Cavs. Alors, avant de vous donner la parole, je vais d'abord demander votre analyse sur chacune de ces équipes. Et après, vous allez donc me dire quelle est, d'après vous, l'équipe la plus décevante dans l'histoire de la NBA. On va commencer par Aurélien Biolay. Aurélien, tu es là? Oui, je suis là. Alors, je vais d'abord demander quel est ton ressenti par rapport aux Brooklyn Nets de la période 2013-2014. Je rappelle un effectif avec Deron Williams, Joe Johnson, Paul Pierce, Kevin Garnett et Brook Lopez. Et je rappelle leur saison, 44 victoires, 38 défaites. Et ils avaient perdu en demi-finale face au Miami. La finale de conférence, ils avaient perdu en finale de conférence face au Heat de Miami. Quand on te parle de cette équipe à chaud comme ça te dit quoi? Bon, c'est une équipe qui avait été construite pour gagner, hein, parce que déjà, à l'époque, c'était la première saison en tant que Brooklyn Nets, mais c'était les New Jersey Nets avant ça. Ouais. Et il y avait Deron Williams qui était là. Bon, ensuite, ils avaient la signature de Paul Pierce et Kevin Garnett. Ça aura apporté quelque chose, surtout qu'à l'époque aussi, Kirilenko était toujours assez incisif. Bon, je pense que déjà leur bilan de saison régulière, c'est un bilan correct pour une équipe. 44 victoires, 38 défaites. Oui, donc c'était au-dessus de la moyenne, mais c'était pas vraiment. On aurait espéré beaucoup mieux venant d'eux. Je pense que je ne leur en veux pas trop parce qu'ils ont joué contre Miami et je pense qu'à cette période-là, Miami était l'une des meilleures équipes de la ligue. Donc je ne pense pas que je pense que c'est un flop, mais je ne dirais pas que c'est un flop aussi grand que d'autres équipes, quoi. D'accord. Allez, le Doc ONP, tu es là? Le Doc? Oui. Alors, toi, j'aimerais que tu donnes d'abord ta petite analyse sur l'équipe des Pacers d'Indiana de la saison 2004-2005. On se rappelle les joueurs, les franchise players de cette équipe. On rappelle la présence de Ron Artest, Jermaine O'Neal, Jermaine Jackson et Reggie Miller. On rappelle aussi, bien entendu, que cette saison 2004-2005 a été frappée par la bagarre. Tu te souviens, la bagarre entre les Indiana Pacers et les Detroit Pistons. Cette bagarre qui avait entaché, on va dire, la saison d'Indiana, mais ils avaient quand même eu un bon bilan, hein, avec 61 victoires pour 21 défaites, et ils avaient terminé la saison avec une défaite en demi-finale de conférence contre les Pistons de Détroit, deux défaites contre 4 victoires pour les Pistons à cette époque. Qu'est-ce que, à chaud comme ça, quand on te parle de cette équipe, qu'est-ce que tu ressens? Ah, mon frère, pour moi, c'était une bonne team, très bonne team, mais pas une super team. Je m'attendais pas parce que Reggie Miller, je me rappelle, il était vraiment sur la fin. Reggie Miller allait sur ses 40 ans, je pense. Donc, et lui, c'était vraiment le joueur, l'âme de l'équipe. Et je sais pas, Jalen Rose n'était plus là aussi, je pense. Non, il n'était plus là. Jalen Rose n'était plus là. C'est Jermaine O'Neal qui commençait à devenir le patron de cette équipe. Oui, on rappelle que Ron Artest et Jermaine O'Neal et Jermaine Jackson avaient des stats qui tournaient entre 22 et 15 points. Hein, Oui, effectivement, c'était les joueurs qui tenaient l'équipe. Parce que je me rappelle, l'homme qu'on appelle maintenant Meta World Peace, il était à près de 24 points de moyenne. Hein. C'était un vrai buteur. C'était un vrai buteur. Stephen Jackson,
aussi, hein, c'était eux. Mais l'âme de l'équipe, celui qui tenait l'équipe en play-off, pour moi, c'était quand il était en vieillesse. Dale Davis aussi, qui avait de l'expérience, je me rappelle, Jeff Foster aussi, à l'époque, parce qu'on oublie que James Jones, qui est en train de cirer les fesses de LeBron James, il était là-bas. Il était aussi là-bas. Mais moi, je n'attendais pas d'eux. Parce que à ce moment-là, comme j'ai toujours dit, pour moi, c'est le début du déclin de la conférence Est. Elle était très, très compétitive. Mais à partir de là, il n'y avait que Détroit. Détroit venait de gagner le titre et je me disais que personne ne va taper Détroit dans cette affaire. Moi, j'avais déjà dit personne et je me rappelle, je supportais même LeBron James pour qu'il les embête. Parce que Détroit venait de taper les Lakers. Je me disais, bon, voilà. C'est là que j'ai commencé à supporter Los Angeles même. Mais je ne m'attendais pas franchement à une magie de leur part. Pourtant, ils avaient une bonne équipe. Jamal Tinsley, c'était vraiment le genre de meneur qui te donne envie de voir du basket. Mais je m'attendais pas, franchement, je n'attendais pas un gros miracle. Je n'attendais pas ça parce que je voyais Détroit trop fort. Mais c'est vrai que c'est une déception 4-2. Et je pense que ce qui a tué même leur saison, ce qui a tué leur saison, c'est la saison régulière. Oui. Parce qu'au final, avec quand la bagarre, le truc, la bagarre a donné des suspensions, ça les a punis parce que cette équipe était programmée pour avoir au moins 55 victoires, voire 60. Ouais. Et c'est le type d'équipe qui, avec 55 victoires, aurait eu un avantage du terrain contre Détroit qui les aurait peut-être sauvés. Mais ils se mangent 4-2. C'est une déception, certes, mais je n'attendais pas un vrai miracle. Je n'attendais vraiment pas un vrai miracle. Ok. Alors, Aurélien Biwole. Alors, une petite analyse sur les Sacramento Kings de la période 2001-2002, l'une des périodes on va dire quoi, une période charnière, une période extraordinaire de ta ville, de cette ville de Sacramento, où les Kings ont dominé toute la saison sur un bilan de 61 victoires pour 21 défaites. On rappelle les top players de cette équipe: Chris Webber, Peja Stojakovic, Mike Bibby, etc., etc. Donc cette équipe qui a échoué en finale de conférence face aux Lakers sur 3 défaites contre 4 victoires pour les Lakers. Et bien entendu, je rappelle aussi la polémique, puisque pour beaucoup, encore jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui soutiennent la théorie selon laquelle cette victoire des Lakers, cette défaite des Kings avait été volée par les Lakers à cette période. Alors, Aurélien Biwole, quand tu parles de cette équipe des Kings en 2001-2002, qu'est-ce que tu ressens? Bon, pour beaucoup de personnes, notamment ici à Sacramento, c'est une équipe légendaire. Quand tu vas par exemple à l'aréna de Sacramento, là, ils viennent de construire une nouvelle aréna par exemple. Il y a des posters de cette équipe avec Chris Webber, notamment Stojakovic et autres. Donc, c'est une équipe vraiment qui il y a toujours les marques de ce qu'ils ont réalisé qui sont présents. Oui, parce que c'est vraiment la dernière époque vraiment où l'équipe a été vraiment valorisée comme une des meilleures en NBA. Donc, il y a vraiment toujours les marques. Ça a été vraiment, moi je pense, bon, je n'étais pas ici à l'époque, donc moi ça me touche pas personnellement, mais je pense que ça a été quand même une déception parce que l'équipe a été vraiment, je pense que c'était une équipe complète. C'était à l'époque où Chris Webber était encore vraiment le Chris Webber qu'on a connu. Il y a Stojakovic qui faisait le boulot, Mike Bibby, tous ces gars. Il y avait vraiment une cohésion qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'équipes de basket de nos jours. Donc, bon, en même temps, ils ont perdu contre les Lakers de 2002. Et je pense que l'équipe des Lakers de cette époque-là, c'est facile, l'une des 10 meilleures équipes de tous les temps, selon moi. Donc, je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de déception. C'est vrai, il y a les polémiques de corruption, on a donné le titre aux Lakers et tout ça, mais
Je pense qu'ils ont quand même gagné 4 matchs sur le terrain. Ce ne sont pas les arbitres ou bien la ligue qui a marqué les tirs ou bien quoi que ce soit qui soit passé sur le terrain. Donc, pour moi, je ne pense pas que cette équipe des Kings ait été une déception parce qu'ils ont quand même rendu la ville fière et malgré la défaite en finale de conférence jusqu'aujourd'hui, on les glorifie. Donc, au final, je pense que bon, c'est une déception qui ne gagne pas, mais ce n'est pas un flop comme par exemple les Brooklyn Nets ou une autre équipe. Alors, on va le Doc P. Ouais. Je te passe l'équipe du Magic d'Orlando, hein, l'équipe du Magic d'Orlando de la période 94-95. Cette équipe magique, hein, avec son record 57 victoires pour 25 défaites, menée par Anthony Hardaway, Shaquille O'Neal, Nick Anderson. On rappelle leur célèbre défaite, hein, puisque c'est une défaite qui reste dans les annales, en finale contre les Houston Rockets et Hakeem the Dream. Hein, quand on te parle de cette équipe du Magic, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te dit? C'est une époque où on a aimé cette jeunesse. On va dire c'était une jeunesse, une équipe en construction, c'était une équipe d'avenir. C'est une équipe qui a été décimée par l'enchaînement, non seulement la finale, mais la saison suivante où Jordan a remis les choses au clair. Mais après, les Lakers avaient de l'argent pour rebâtir et Los Angeles ne se refuse pas comme ça, mais c'était pour nous l'équipe d'avenir. En bref, c'est cette équipe qui, franchement, était pour nous les jeunes le modèle. Certains aimaient Jordan, et je peux dire beaucoup plus de jeunes voulaient voir Penny jouer avec Shaquille, avec Nick Anderson, Brian Shaw. C'était beau à voir l'autre là, j'oublie. Nick Anderson. Il avait un enfant qui courait dans le couloir. Il avait un très bon meneur, un backer. Ouais. Et le pire, c'est que cette équipe, pour moi aussi, c'est pas une déception même. Parce que la déception, c'est qu'ils se soient émiettés. Ils se soient émiettés en Fernis et ses blessures. Heureusement que Shaquille a peut-être senti le coup. Mais lui-même, il dit qu'il aurait aimé aller plus longtemps avec cette équipe et la construire. Mais je sais pas où je serais allé parce qu'Anferni et ses blessures auraient limité la dose. Parce que finalement, quand tu vois leurs 5, Anferni, Dennis Scott, Nick Anderson, Horace Grant, Shaquille O'Neal. Tu vois ça, après ça, il n'y a plus grand chose. Brian Shaw, c'est bon, mais derrière, il n'y a plus grand chose. Ce n'est pas, je sais même, j'oublie Jeff Turner, des gens que j'oublie même, Anthony Bowie. Anthony Bowie, c'était bien, mais bon, Anthony Bowie, c'était pas le top, quoi. Donc, ils n'avaient même pas de banc, mais tellement leurs 5 étaient forts que les gars, et c'est ça qui les a tués. Contre Houston, ils sont tombés sur un 5 aussi fort, mais avec un meilleur banc. Houston les a tués comme ça. Et l'année suivante, encore, ils n'ont pas amélioré ça. Et Jordan, lui, il a renforcé en mode... parce que chaque fois, on dit que c'est... Mais l'année suivante, Jordan, il a renforcé en mode LeBron James. Ouais, Jordan, il a renforcé salement. Il a déséquilibré la ligue. Jordan a renforcé ça. Il s'est associé en mode LeBron James. Bon. Il a tué toute la ligue puisque c'est là qu'ils ont fait leurs 70 victoires et qu'ils ont tapé tout le monde en truc. Mais oui, donc Jordan a dit écoutez, moi je vais renforcer à fond. Il a recruté du méga lourd. Ouais, c'est vrai, donc je pense cette équipe, c'est pour ça que c'est pas une déception même, c'est que vu comment l'adversité qu'ils avaient et moi je vois leur effectif c'était un 5 entrant, c'est tout. Allez, Aurélien. Oui, Philippe. Je te passe l'équipe des Houston Rockets, la Dream Team des Houston Rockets de 96-97. Donc on rappelle cette équipe menée par Hakeem the Dream, Clyde Drexler, Charles Barkley, qui représentait le Big Three légendaire de cette équipe. On rappelle leur bilan, 57 victoires pour 25 défaites. Une équipe destinée à remporter le titre
hein, suite à leur titre qu'ils avaient déjà remporté je crois que les 2 années précédentes. Les 2 années précédentes. Et on rappelle qu'ils avaient perdu en finale de conférence face au Jazz d'Utah sur 4 défaites contre 2 victoires contre 2 défaites contre 4 victoires pour les Utah Jazz de Karl Malone et John Stockton à l'époque, qui ont retrouvé après les Bulls en finale. Alors, quand on te parle de cette équipe de Houston Rockets, ce Big Three, qu'est-ce que tu en penses? Ils étaient faits pour gagner, eux, quand même. Oui, je pense que c'était vraiment 3 joueurs énormes. Et d'ailleurs, ils étaient tous membres de Team USA en 96 aux Jeux Olympiques, si je me trompe pas. Ouais. Donc, oui, je pense que ça a été une déception. Beaucoup plus pour les joueurs, notamment Clyde Drexler et Charles Barkley, parce que je pense que Barkley espérait vraiment... Il espérait son premier et seul titre qu'il aurait pu avoir. Oui. Ça aurait été avec cette équipe. Voilà, parce que après cette défaite-là, il n'a plus vraiment eu de chance de conquérir le titre, quoi, malheureusement. C'est toujours dommage de voir un grand joueur comme ça ne pas gagner le titre. Bon, je pense aussi que s'ils avaient perdu contre une équipe d'un niveau inférieur, ça aurait été vraiment un gros flop. Mais en même temps, ils ont perdu contre le Utah Jazz, qui a fait 3 finales d'affilée contre les Chicago Bulls. Donc, le Utah de John Stockton, Karl Malone, c'est vrai que c'était les 2 joueurs phares, mais collectivement, c'était une équipe très solide, notamment sur le plan défensif. Donc, je pense qu'ils ont su trouver le moyen de contenir Hakim, Barkley et Drexler. Donc, c'est tout à leur honneur. Donc, je pense que dans cette circonstance-là, c'est beaucoup plus le mérite de Utah que le flop de Houston. Donc, je ne les considérerais pas trop comme un flop. Je les verrais plus comme une victime de Utah. Mais Phil, ouais. Cette équipe, en fait, je pense qu'elle a souffert de Barkley. Charles Barkley commençait à être vraiment diminué. Commençait vraiment à être vraiment diminué. Mais par contre, lui, il a fait une saison au niveau rebond et au niveau point par rapport à cette équipe. Mais Utah nous a empêché de voir peut-être la finale la plus attendue de l'histoire. J'ai un regret énorme. Moi, c'est pas l'équipe qui me fait regretter, mais c'est surtout la finale qu'on allait avoir, Seigneur Dieu. Parce que Jordan avait déjà tapé Drexler et Charles Barkley ensemble. On se demandait de Jordan. Il allait retrouver la fusion. Surtout Hakim qui a pris le relais dès qu'il s'est arrêté. Ils allaient être à 3. Et en plus, il avait en face quand même du Scottie Pippen et du Rodman, c'est-à-dire qu'il y avait des duels. Ça aurait été, c'est vrai. Il y avait une finale, c'est vrai. Tous les étages. Mais le tir à 3 points de John Stockton là, qui plie le match, c'est un truc de fou. C'est encore dans ma tête. Et c'est Charles Barkley qui n'a pas assez avancé en défense. Il lui a laissé trop. Il a balancé un truc, alléluia. Mais ça nous a refusé peut-être la finale, la plus belle finale qu'on aurait vue dans l'histoire. Parce que pour moi, eux là, et ce Houston pouvait faire tomber les Bulls. Pour moi, ce Houston-là pouvait faire tomber les Bulls. Mais bon, ça va être du regret. Avec on n'aura plus qu'à se refaire ça sur NBA 2K. Hein, Aurélien? Oui, effectivement. Allez, Aurélien, je te passe justement la prochaine équipe. C'est l'équipe de Hama, les Lakers 2003-2004. Les Lakers, la Dream Team, les Galactiques, avec Kobe, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Gary Payton. Une équipe faite pour gagner le titre. Elle n'était pas faite pour perdre, elle était faite pour gagner et seulement gagner. On rappelle leur bilan, 56 victoires pour 26 défaites et une défaite en finale contre les Pistons de Détroit. Une défaite contre 4 victoires de la part des Pistons qui ont balayé les Lakers de 2003-2004. Alors Aurélien, qu'est-ce que tu as à dire sur cette team? Bon, j'ai déjà eu ce débat plusieurs fois avec beaucoup de personnes et ce que j'entends toujours, le truc le plus récurrent que j'entends, c'est que Karl Malone était à la fin de sa carrière, Gary Payton était à la fin de sa carrière. Mais je tiens quand même à dire que des joueurs de ce calibre-là, même à 38 ans, 39, 40 ans, ce sont des gars qui sont toujours dangereux.
On a vu notamment Kobe Bryant cette année, en fin de carrière, marquer 60 points. Donc, des gars comme ça, c'est des gars qu'il ne faut pas négliger. Bon, tout au long de la saison, ils ont quand même réussi à avoir 56 victoires, ce qui est un bilan plus que satisfaisant pour une franchise qui vise le titre. Donc, c'est vrai qu'ils ont été décimés par les blessures. Il y a eu des moments où Karl Malone était absent. Je crois qu'il avait une blessure du genou pendant une partie de la saison. Il y a eu un moment, ils ne se sont pas vraiment tous retrouvés, genre au 100% de leur effectif pendant toute la majorité de la saison. Bon, malgré ça, ils ont pu arriver en finale. S'ils avaient gagné la finale, on n'aurait rien dit à ce sujet. De la même manière que si Cleveland avait gagné en 2015, on n'aurait pas parlé des blessures de Kevin Love et Kyrie Irving. Donc, cette équipe des Lakers, je ne dirais pas vraiment que c'était... même ça me fait mal de dire ça parce que je vais les hate à cause de Simon, mais je vais être objectif. Je ne pense pas vraiment que ça a été un flop. Je pense que c'est une saison réussie. Une équipe qui va jusqu'en finale avec un bilan de 56 victoires et perdre face aux Pistons de Chauncey Billups, Ben Wallace, Rashid Wallace, Rip Hamilton. Je pense que c'est pas si décevant que ça. Cette équipe de Pistons, c'était vraiment... Eux aussi, ils n'avaient pas de superstars, mais ils avaient tous des gars qui savaient comment gagner. Tellement soudé. Oui, hyper soudé. Avec un Ben Wallace qui a gagné, je crois, joueur défensif de l'année 2 ou 3 fois. Donc, je pense que l'équipe avait vraiment tous les atouts pour battre cette équipe des Lakers qui était diminuée. Donc, c'est tout à leur honneur. Donc, une réaction, tu veux réagir aussi? Oui, mais... Oui, Malone, je pense que ça s'est joué sur Karl Malone, cette histoire, et surtout aussi sur l'histoire de Denver. C'est la saison de Denver, de Kobe Bryant. Ça a perturbé une bonne partie de la saison, ça. C'est arrivé au plus mauvais moment de la saison. Ça, je pense que ça a beaucoup joué. Dans l'équilibre. Et déjà, Kobe et Shaq, c'était vraiment à ce moment-là que les problèmes commençaient. Mais en plus de cela, l'histoire de Denver n'a pas arrangé les choses. Mais malgré ça, ils sont arrivés en finale NBA. Ils sont arrivés en finale et ils sont arrivés en finale sans Karl Malone. Karl Malone était diminué de chez diminué. Il a joué la finale, il a forcé, ils avaient besoin de lui, mais il s'est fait bouffer par le facteur Ben Wallace. Ça a été le facteur parce que Billups a fait le boulot à l'extérieur, mais les Lakers et avec leur force, c'était quand même dedans. Shaquille avec Malone, c'était pas une blague quand même. Shaquille O'Neal avec Karl Malone, c'était pas une blague, mais il a su gérer ça à Ben Wallace. Et je pense qu'avec un Karl Malone physiquement prêt, Ben Wallace aurait été dépassé. Parce qu'ils ont gagné la bataille du rebond offensif, du rebond défensif, de la bagarre dedans. C'était... et je me rappelle aussi, si je me rappelle bien, que Horace Grant n'avait même pas joué les playoffs. Je pense qu'Horace Grant avait joué la saison, mais les playoffs, il n'avait même pas joué. Donc lui, au niveau de l'expérience, il l'avait perdu. Et Kobe Bryant, comme par hasard, c'est la première saison où il domine au niveau point, mais où ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ouais. C'est la première saison où Shaquille n'était pas le joueur dominant, mais ça n'a pas marché. Donc, pour moi, c'est une déception. Ça reste une déception, mais qui s'explique. Ça s'explique. C'est une déception parce que c'est une équipe qui repartait à la conquête du titre. Et c'est peut-être ça qui a décimé tous les Lakers. Mais c'est après cette défaite que j'ai commencé à les supporter. Certains, je les supportais. Moi, j'ai supporté les Kings, j'ai supporté les Blazers, j'ai supporté tous ceux qui peuvent taper les Lakers. C'est après cette défaite que j'ai dit, bon, maintenant, Kobe est seul, je vais le supporter. Donc, qu'ils aient perdu, c'est un regret éternel parce que c'était un titre. Mais sinon, ça s'explique. Allez, j'en profite, on enchaîne, je te passe donc l'équipe du Miami Heat avec le Big Three de 2010-2011, l'équipe
la Dream Team fait pour gagner le titre. Donc on rappelle le Big Three formé par Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh. On va rappeler que cette équipe a été formée après la The Decision, le célèbre The Decision réalisé par King James avec sa déclaration devant tout le monde entier où il disait qu'il amenait, comment on appelle ça, la formule c'était quoi? Bring my talent to the South Beach. Oui. Voilà, donc il avait formé le Big Three avec Dwayne Wade et Chris Bosh. On rappelle donc le bilan de cette équipe, 58 victoires pour 24 défaites et ils avaient fini par perdre les finales contre les Mavericks de Dallas avec 2 défaites contre 4 victoires pour les Mavericks. Allez, le Doc NP, un petit commentaire sur cette team. On rappelle aussi, je te coupe pas, mais on rappelle aussi que cette équipe a été aussi le début de la naissance de beaucoup de haters de par le monde pour le cadre. Oui, c'est parti de là, parce que les gens oublient que LeBron James était avant ça le joueur, parce que je vais te dire, Kobe Bryant c'était le gars détesté parce que à la poursuite de Jordan, arrogance. Ouais. Mais LeBron était le petit gars qui se bat quasiment seul. Mais on oublie aussi que, attention, LeBron en 2006 ou 2007, il fait 60 victoires avec les Cavs. Il réussit à enchaîner quand même plus de 60 victoires, même s'il perd en finale. On oublie cette équipe des Cavs qui était assez forte par rapport à la conférence Est, je précise. Mais pour revenir au sujet du Heat, pour moi, voilà de l'ère moderne. Parce que comme je l'ai dit, Jordan a formé une Dream Team autour de lui aussi. Faut pas cacher, le premier tripit des Bulls, c'est un tripit de la bagarre. Ils se sont, mais le deuxième, ils avaient la meilleure équipe jusqu'au fond du banc. Donc, chapeau aux Utah Jazz qui ont même un peu tenu, mais c'était dégueulasse. Ils avaient trop, tu as le meilleur joueur du monde, mais encore les meilleurs autour de lui. Mais, concernant cette équipe du Heat, pour moi, de l'ère du 21e siècle, c'est la plus grosse team. Peut-être encore un an après, où ça s'aggrave avec la venue de l'autre, Ray Allen. Mais déjà, ici, je dis pourquoi, mais quand Ray Allen vient, Chris Bosh va un peu moins bien. Même s'il est très utile, il fait de gros playoffs. Mais ici, on voit là la réunion de 3 vraiment franchise players au sens et limite, je me rappelle, Chris Bosh, après Dwight Howard, c'est le pivot de la NBA. Dans Team USA de 2008, il n'y a que Dwight Howard devant Chris Bosh. Il n'y a que Dwight Howard devant Chris Bosh. Et quand Chris Bosh arrive là-bas, il a quand même réussi à amener les Raptors en finale avec une équipe en playoff plutôt, avec une équipe moribonde. C'est vraiment un joueur de fou. Et à eux 3, ces 3-là compilent en saison régulière 71 points. C'est-à-dire qu'à eux 3, ils mettent 71 points. Je ne sais même pas si les gens imaginent même que au total, je pense que leur talent offensif, c'était d'environ 110 points, si je me rappelle, cette saison. 110 ou 100. Mais à eux 3, ils mettent 71 points de moyenne. Et pour moi, c'était du jamais vu autant. Et c'est surtout que autant, je me disais que Stern avait refusé le plan diabolique que les Lakers avaient de prendre Chris Paul en fin de saison. Parce que c'était Chris Paul. Non, le problème n'était pas que Chris Paul, mais c'est que le plan, c'était en fin de saison, voir comment ils peuvent trader certains joueurs et ramener Dwight Howard. C'était Chris Paul en milieu de saison et Dwight Howard en fin de saison. Donc, ils avaient vraiment un plan diabolique qui était anéanti, mais et que ça, parce que cette équipe, beaucoup parlent seulement de ces 3 gars. Mais James Jones arrive et James Jones est un tireur de fou dans cette période-là. James Jones était un tireur de fou dans cette période-là. Ilgauskas, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, je pense Ilgauskas aussi vient. Ilgauskas, oui, le pivot. Ouais, Ilgauskas vient aussi. Mike Miller, qui est l'un des meilleurs tireurs de la ligue, débarque. Aslim est toujours là. Jerry Stackhouse était là un moment, mais même si Jerry Stackhouse fait une saison bonne pour son viage, je pense qu'il est dans les 9 points de moyenne dans cette saison-là.
Mais il y a Jamal Magloire. Jamal Magloire, ceux qui se rappellent chez les Hornets, à un moment donné, c'était du lourd. En tout cas, pour un mec du banc, il y a Eric Dampier qui est aussi là. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, le Brésilien, beaucoup se rappellent encore de lui. Je parle même pas de Mario Chalmers qui arrivait, mais ils avaient une équipe de dingue. C'est-à-dire que, à part les 3 stars, derrière eux, il n'y avait que des très bons joueurs. Ouais. Et j'oublie même Mike Bibby. Mike Bibby qui vient aussi là-bas pour faire sa petite fin de carrière. Et il met 10 points de moyenne. Hein. Cette saison-là, il met 10 points de moyenne quand même. Donc, c'est pour moi, de toutes les équipes. Après, peut-être l'autre flop, c'est celui mais je compare avec l'équipe qui a pris 4-1 contre les Spurs. Mais je précise quand même que quand les Spurs, après, les Spurs avaient construit autre machin, mais c'est cette équipe précisément qui moi, je rentre dans la déception. Je rentre dans la déception. Après, moi, j'étais content particulièrement, mais un connaisseur de basket va te dire, oui, voilà une équipe qui doit gagner le titre. Voilà une équipe qui doit gagner le titre. Ils avaient le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Surtout que Kobe, comme c'est le début de la descente de Kobe, ça, même si Kobe sortait de 3 finales d'affilée, c'était peut-être le meilleur joueur du monde à ce moment-là, mais LeBron James était en ascension. Et pour moi, à ce moment-là, avec Dwayne Wade, que je connaissais, Chris Bosh, Mike Bibby, Udonis Haslem, Mario Chalmers, Mike Miller, Carlos Arroyo, James Jones, Eddie House, Eric Dampier, Ilgauskas, Joan Howard finissait, Jamal Magloire, Eric Stack. Que des noms qu'on connaît tous. Tu n'avais même pas besoin d'aller regarder sur Google qui est ce mec. Tu savais que lui, il a brillé quelque part à un moment donné. Donc, cette équipe, leur défaite a surpris tout le monde. Hein, parce que autant Dallas perd en 2006 en étant favori, autant Dallas gagne là-dessus en étant vraiment outsiders. Donc, voilà. Pour moi, je rentre parmi les équipes depuis le début. Avec les Lakers, c'est un petit peu qu'on a expliqué, mais ici, je n'ai pas d'explication. Les Lakers, c'était une déception, mais là, je n'ai pas d'explication, à part vraiment la malchance ou bien, je sais pas. Aurélien. Oui, Philippe. Une petite réaction à ce que dit Ama par rapport à cette équipe de 2010-2011 de Miami Heat. Bon, déjà, de toutes les équipes dont on a parlé depuis le début, là, je pense que ça, c'est l'équipe qui m'a vraiment le plus déçu. Parce que déjà, comme Amal a dit, LeBron James a eu beaucoup de détracteurs après sa décision. Et c'était l'occasion. Bon, le Heat a fait une très belle saison et on espérait qu'il confirme en finale. Mais de toutes les années, LeBron James a perdu 4 titres. Mais ça, c'est la seule année vraiment où je pense que c'est lui le responsable pour cette défaite. Parce que tous les matchs, même les matchs que le Heat a gagné lors de cette finale, on a vu un LeBron James jouer comme un lycéen qui se surprend à être en finale NBA, LeBron James hésitant. On a vu un gars comme Jason Kidd défendre sur LeBron James et l'empêcher de marquer. Je n'ai pas compris ça. Jason Terry défendre sur LeBron James, l'empêcher de marquer. Il y avait un autre gars à l'époque, il s'appelait Stevenson. De Sean Stevenson, lui aussi, défendre sur LeBron James, mettre des tirs sur la tête de LeBron James et trash talk. Je n'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé. Bon, comme Amal a dit, cette équipe était vraiment complète à tous les niveaux. Ils avaient des shooters, ils avaient des meneurs. Mike Bibby, même si c'était sa dernière saison, c'était quand même, en tant que meneur, avec des scoreurs comme Dwayne Wade, LeBron James et même Chris Bosh à l'intérieur, il n'avait pas besoin de faire grand-chose. Et malgré ça, il tournait à 9-10 points par match. Donc, il apportait énormément déjà à l'équipe. Maintenant, on avait un jeune Mario Chalmers qui voulait aussi se faire sa place de meneur titulaire. Lui aussi, il a fait de très belles prestations au cours de cette saison. On a vu un Dwayne Wade qui était encore le Dwayne Wade avant de se faire mal au genou. On a vu un Dwayne Wade vraiment très bon cette saison-là. Et le Chris Bosh vraiment... Oui, voilà, à l'époque du Flash, voilà. Et on a vu aussi un Chris Bosh vraiment... qui jouait au niveau du franchise player qu'il était à Toronto.
Donc, je pense pas qu'il y ait eu une lacune quelque part dans cette équipe. On peut parler peut-être de la cohésion des joueurs entre eux, mais avec le niveau de talent qu'ils avaient, c'était largement suffisant pour remporter. Donc, je pense que c'est quasiment inexplicable, mais s'il faut trouver une raison, je pense que c'est au niveau de la volonté de LeBron James. Je pense qu'il a tellement voulu prouver à toute la ligue qu'il mérite d'être à ce niveau-là qu'il s'est mis à paniquer. Et il a joué comme un joueur qui ne mérite même pas d'être là. Donc bon, c'est dommage. Mais les saisons d'après, on les a vus se remettre sur pied et faire une meilleure performance. Ils ont gagné par la suite. Ouais. Alors, honnêtement... Ouais, c'est une équipe qui t'a vraiment déçu. Honnêtement, c'est une équipe qui m'a vraiment déçu. Ouais. Alors, le Doc NP, je te passe les Mavericks de 2006-2007. On rappelle cette équipe de Dallas Mavericks qui avait battu un record avec 67 victoires pour 15 défaites. Une équipe menée par John Nowitzki, Jason Terry et l'ailier Josh Howard. Josh Howard qui était vraiment au top de sa forme. On rappelle qu'ils ont perdu au premier tour contre les Warriors en 2006-2007 avec 2 défaites contre 4 victoires pour les Warriors. Alors, une petite réaction sur cette équipe de 2006-2007 de Dallas. Oui, mais une équipe, je pense, encore sous les blessures de l'année précédente. Encore qui n'a pas su revenir plus fort. Encore marqué par les blessures de l'année précédente, parce que cette défaite en finale contre le Heat a laissé de grosses séquelles. Selon moi. Dirk, il est resté Dirk. Il est resté sur sa pointe. Je pense la saison précédente, il a 26 points de moyenne. Et là, bon, il baisse un petit peu. Mais en fait, je pense ce qui déçoit sur cette équipe, c'est surtout les 61 victoires de saison régulière. Les mecs reviennent plus forts en saison régulière après leur défaite de la finale précédente. On se dit, ils vont remettre les pendules à l'heure. Tout le monde se dit, ils vont remettre les pendules à l'heure. Non, qu'est-ce que je dis même? Ils finissent à 67 victoires. Ouais, c'est les premiers. 67 victoires pour 15 défaites. Ouais. Ils finissent les premiers de la ligue et on se dit 67 victoires. Ils étaient sur le chemin des 60. Je me rappelle aussi, c'était sur le chemin des 70 des Bulls. On se demandait mais ils sont revenus avec le couteau entre les dents. Mais au premier tour des playoffs, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé et peut-être les mêmes séquelles de la saison précédente où ils étaient favoris contre le Heat. Et ils ont à nouveau tremblé. Là, c'est une déception aussi. Là, c'est une vraie déception parce que c'était le vice-champion en titre qui arrivait dans une grosse saison. Après, bon, ils n'allaient pas forcément gagner. Quand tu vois leur banc et les Desagana Diop qui étaient là-dessus, mais tu te disais, bon, ça ressemble pas à grand-chose. Mais sur le terrain, il y avait l'alchimie. Si on se base que sur leur effectif, c'est surprenant de faire 67 victoires avec cet effectif. Ils avaient certes le MVP, le meilleur joueur du monde, quand son titre a été volé à Kobe aussi, mais Dirk était là, Jason Terry était en forme, Josh Howard, parce que Josh Howard c'était l'élément, le facteur X de cette équipe, Devin Harris en remplaçant, Eric Dampier était encore en forme, Jerry Stackhouse, bonne saison dans les 12 points de moyenne, Devin George qui avait quitté Los Angeles pour venir renforcer, mais bon, Kevin Willis, il avait déjà, je sais même plus quel âge, 44 ans, je pense. Kevin Willis était juste là pour couvrir, mais Austin Crochet aussi, c'était et le petit JJ Barea qui venait jouer de la Vedova, mais c'était une bonne équipe sur le papier, c'était pas terrible, mais sur le terrain, l'alchimie a pris. Ça me rappelle un petit peu comme si les Warriors de l'année dernière étaient sortis dès le premier tour. Parce que les Warriors avaient fait 68 victoires l'année dernière. Oh ouais. Ils avaient fait 68, mais ça aurait été la même chose que eux. C'est un peu une comparaison. C'était une équipe, sur le papier, on ne les attendait pas. Franchement, les Warriors, sur le papier l'année dernière, à part un gars qui s'enflamme pendant une saison, alors on appelle Splash Brothers pour aussi leur donner un surnom.
Mais c'est ce qui s'est passé avec les autres, mais eux, ils ont perdu au premier tour. Un effectif pas terrible par rapport à la conférence Ouest dans laquelle ils jouaient, mais une alchimie qui a fait que ils fassent 67 victoires. Mais la réalité de l'effectif les a rattrapés. Hein. Ouais, la réalité de l'effectif les a rattrapés. Parce que n'oublions pas, la saison d'avant, ils avaient Marquis Daniel et Doug Christie. Quand ils vont perdre en finale contre le Heat, ils avaient encore Kate, tu te rappelles de Kate Van Horn? Ouais, Kate Van Horn et ses chaussettes. Ouais. Ils avaient encore Kate Van Horn. Donc, ils avaient Doug Christie et Marquis Daniel. Les trois là avaient fait une saison très très lourde. Marquis Daniel tournait dans les 10 points en meneur remplaçant. Et je pense qu'eux, ils les avaient poussés pour arriver dans ces finales. Mais ils les ont perdus. Même Josh Powell était là, mais ils les ont perdus et ils n'ont pas remplacé. Ouais. Ils ont remplacé par moins que ça, mais ils ont fait une meilleure saison régulière. Mais en playoff, il y a des éléments. Tu as des éléments comme Doug Christie, qui à l'époque, c'était le défenseur de cette équipe. Tu avais Stackhouse qui perdait 1 an de plus. Mais surtout Marquis Daniel en meneur remplaçant. Ce n'est pas Gégé Barria de l'époque qui pouvait venir faire le boulot que dans des playoffs surtout. Surtout que le Marquis Daniel qui était chez les Spurs avant, on avait vu le boulot qu'il avait fait. Donc, grosse déception. Grosse déception. Ouais, après le hit là, comme dont on a parlé, là je rentre vraiment dans une déception. Ok. Aurélien. Oui, Philippe. Allez, encore, je te passe l'avant-dernière team et après sera Ama. Alors, je te passe les Lakers de 2012-2013. Hein, cette équipe qui a été aussi formée pour gagner le titre. Hein. On rappelle la présence de Kobe, normalement. Dwight Howard, la venue de Dwight Howard. La présence de Paul Gasol et aussi la venue de Steve Nash. Même s'il était vieillissant, c'était quand même le meneur Steve Nash qui renforçait cette équipe. On rappelle qu'ils ont perdu au premier tour contre les San Antonio Spurs sur un sweep. 4 victoires contre les San Antonio Spurs, 0 victoires pour les Lakers contre 4 victoires pour les San Antonio Spurs. 45 victoires pour 37 défaites au niveau du bilan pour le bilan de la saison. Une équipe qui a vraiment été décevante, hein Aurélien? Oui, ça c'est. Je pense que après Miami, pour moi peut-être même un peu plus que Dallas dont on vient de parler. Parce que bon, Dallas c'est vrai. Je vais faire un petit commentaire sur Dallas. C'est vrai, ils ont perdu après avoir eu une excellente saison régulière. Mais comme Amal a mentionné, ils avaient perdu beaucoup de joueurs clés qu'ils avaient perdu après la défaite contre Miami, qui n'ont pas remplacé. Et en situation de playoff, ça leur a coûté cher. Maintenant, ouais. cette équipe des Lakers, au contraire, c'est une équipe qui avait des talents. Déjà, ils ont Kobe Bryant. Je sais que ça me fait mal de dire ça parce que Amel est là, mais il avait Kobe Bryant. Et nous sommes d'accord que le Kobe Bryant, à cette époque, même s'il était il était déjà en phase descendante, c'était toujours le tueur qu'on connaissait, le Black Mamba. Oui. Donc, moi, j'ai vraiment été déçu de cette équipe parce qu'à l'époque, je n'étais pas supporter des Lakers, mais j'aimais voir le beau jeu. Genre, je pensais à un Steve Nash, j'imaginais le genre de passe que Steve Nash peut donner à Kobe Bryant. C'est ce qu'il faisait au Suns. Oui, voilà, c'est ça. Je me disais, s'il a pu faire ce qu'il a fait au Suns avec Sean Marion et Stoudemire, j'imagine ce qu'il va faire avec Kobe et Dwight Howard. Donc, j'étais vraiment excité de voir tout ça. Malheureusement, bon, ça n'a pas tourné comme on l'espérait. Déjà, j'ai honnêtement été surpris que cette équipe des Lakers là arrive en playoffs. Bon, maintenant, en playoffs, les Spurs, ils n'ont pas pardonné. Je pense que Popovich ne s'est pas dit, c'est les Lakers. Faut pas qu'on les ridiculise. Ouais. Et je pense que le problème majeur que cette équipe a eu, c'est la cohésion. Parce que ces joueurs n'ont pas su s'entendre. On a vu notamment les années après le transfert de Dwight Howard, comment lors des confrontations avec les Lakers, il avait toujours un petit bif avec Kobe. Donc on comprend que ça n'allait vraiment pas dans le vestiaire. Bon, je ne sais pas à qui c'était la faute. Mais
sur l'expérience qu'on a vue sur les années précédentes de ce genre d'équipe, de super équipe conforme, la seule raison pour laquelle ça marche bien en général, c'est parce que certains franchise players arrivent à comprendre que, ok, à ce niveau, il faut que j'accepte d'être le lieutenant de tel ou tel autre et que ce sera lui le leader de l'équipe et c'est la seule manière pour que nous avancions. Et je pense que c'est ce problème de leadership là qui n'a pas marché. Voilà, ça a joué en défaveur des Lakers malheureusement pour eux. Donc pour moi honnêtement, vu la quantité de talent qu'il y avait dans cette équipe, c'est vraiment dommage. Et ils avaient encore un Metta World Peace qui était vraiment un très bon défenseur. Très bon défenseur, il avait encore des restes. Oui, voilà. C'est avant qu'il devienne encore complètement fou. Le doc, tu es d'accord avec Aurélien ou tu as une autre analyse? Oui, je suis en partie d'accord, mais j'ai une autre analyse, bien sûr, parce que on oublie que ces Lakers-là jouent les playoffs sans Kobe Bryant déjà. Parce que ils forcent pour aller, pour les qualifier pour les playoffs et ils se blessent. Je pense cette saison-là même, ils laissent passer au scoring. Kevin Durant devient meilleur marqueur parce que Kobe se blesse à moins 2-3 matchs. Et c'est les 2 matchs-là qu'il ne joue pas et Durant passe devant au scoring. Sinon, il finit meilleur marqueur de la saison, je pense. Je pense qu'il finit avec 27 points de moyenne environ. Mais, je vais vous dire un truc. La déception de cette équipe, oui, telle qu'elle était ficelée, c'est décevant. Mais, le risque que souvent ces genres de personnes prennent, le premier risque, c'est le banc. Ouais. Le premier risque, c'est le banc. Tu as un 5, imaginons, Steve Nash, en 2, je ne sais plus, Kobe Bryant. En 2, Kobe, oui. Paul Gasol, Dwight Howard. Mais après ça, le premier remplaçant, le truc, c'est Steve Blake. Après, tu as Antawn Jamison, qui avait déjà 36 ans. Jody Mix, prometteur, mais non. Après, tu as des E-Banks, des Robert Sacré, des joueurs, Jordan Hill et tout. Tu n'as pas des gens sérieux derrière. Tu n'as pas des gens qui peuvent t'amener en contenance. Donc, tu as un 5 qui non seulement a un mec de 38 ans qui sort des blessures comme Steve Nash, mais tu n'as même pas de meneur remplaçant sérieux. Tu n'as pas derrière Kobe Bryant quelqu'un de sérieux aussi. Antawn Jamison était à 36 ans aussi. Ouais. Donc, ça, c'est un risque qu'ils ont couru. Mais quand moi, j'ai vu la physionomie de cette équipe, à part m'exciter juste sur les confrontations, au fond de moi, je me suis dit, ils vont aller où? Un peu comme quand les Warriors, là, dernièrement, ont commencé à gâter leur équipe. Je l'avais dit ici que je ne sais pas trop où ils jouent à quoi. Entre-temps, ils ont renforcé leur banc. Ils ont été cohérents. Ils ont leur 5, mais leur banc, ils ont assez bien renforcé. Les Lakers, c'était tout le contraire. Ils ont renforcé le 5 et en plus, ils ont pris un Dwight Howard qui ne devait pas jouer avant janvier. Je me rappelle, c'était la mauvaise nouvelle. Mais comme par hasard, nous, on l'a vu parce que sa blessure du dos en fin de saison avec Orlando le condamnait à ne pas jouer avant l'année suivante. On avait bien dit qu'il ne devait pas jouer avant 2013. Mais le bon monsieur s'est dit, je vais aider mon équipe dès octobre. Il n'a jamais retrouvé ses sensations. La preuve, Kobe joue 78 matchs. Dwight joue 76 matchs, mais il est transparent dans la moitié. Paul Gasol se blesse, il ne joue que 49 matchs. Sur 82, Paul Gasol joue que 49 matchs. Et cette année-là, Steve Nash en joue 50. Et il joue la moitié, genre il joue 20 minutes hein, et c'est fini. Donc, et Kobe Bryant essaye de porter l'équipe. La preuve, quand tu vois leur saison régulière, comment finir à 47 victoires seulement, en plus dans la Pacific Division. 45 victoires seulement pour cette équipe. Là, tu sens directement qu'il y a un manquement terrible. Rien que leur saison régulière, les gens espéraient les voir en finale, mais Kobe, dès qu'il se blesse à la fin de saison, tout le monde sait que c'est mort. Tout le monde sait que c'est un flop. Parce que c'est fini, de toute façon, il n'y a que lui qui les portait. En play-off, ou dire, je ne sais même pas si les gens parlent, en play-off de cette équipe, le leader de cette équipe, c'est ça, Dwight Howard avec 17 points. Mais derrière lui, c'est Steve Blake, s'il vous plaît, qui vient avec 14. Gasol vient de revenir, il met péniblement 14 points de moyenne. Mais c'est Steve Blake qui fait les meilleures performances avec le gars qu'on appelle Andrew Goodlock.
Good luck. Good luck, oui. Good luck, oui. Personne, pour vous dire, je me rappelle de lui juste parce qu'il balançait les salaires. Donc, quelque part, moi, quand je dis, c'est une grosse déception par rapport au potentiel, mais c'est une déception qui s'explique directement. Tu peux pas prendre des mecs qui sont blessés, comme ils ont un nom. On te dit, oui, c'est un gros nom, machin truc. C'est un gros nom quand même. Tu peux pas prendre des mecs de 38 ans qui sont en plus blessés même aussi. Et tu te dis que ça a été très mal joué de leur part de ne pas avoir renforcé le banc. Ils auraient pu attirer de très bons joueurs sur le banc avec les joueurs qui étaient là. C'est ce que LeBron a su faire à Miami pendant ce temps en disant j'ai 3-4 joueurs dangereux, je vais attirer les autres en disant les gars, on va chercher la bague. Je vais attirer des bons joueurs. Les Lakers ont attiré des stars, mais ils n'ont pas attiré le reste. Ils n'ont pas pris le reste du tout. Donc, la preuve, Gasol se blesse, on ne peut pas remplacer. Dwight se blesse, on ne peut pas remplacer. Kobe, pire, dès que Kobe s'est blessé, c'était fini complètement. Tu me diras si LeBron s'était blessé en 2012. C'est pas sûr que le Heat prenait cette victoire. Parce qu'il représentait que c'est pas sûr du tout. Je pense même qu'en playoff, Boston allait les lessiver. En finale de conférence, Boston menait quand même 3-2 à un moment donné. Donc, je pense vraiment qu'il y a eu cette poisse. Mais même si Kobe jouait les playoffs, c'était maxime. Parce que je pense qu'au premier tour des playoffs, il tombe. Je ne sais plus sur qui, mais il tombe au premier tour des playoffs, mais c'était pas contre San Antonio. Oui. Ouais, voilà, au premier round. Et ils se prennent 4-0. C'est normal. Ils tombent contre les Spurs. Quand tu finis 7e ou 8e, tu tombes contre le 2e ou premier. Qui est San Antonio? C'est fini. Hein. Et San Antonio qui va juste en finale. Donc, moi, je trouve décevant, mais je trouve explicable. Le seul truc décevant, c'est le management des Lakers qui n'a rien su mettre à côté de ces vieillards-là. Ouais, c'est clair. Allez, je vais donner donc la dernière type de cette analyse à Aurélien. Oui, Philippe. Alors, on va terminer l'analyse des équipes avec donc les Warriors de cette saison 2015-2016. On va pas rappeler ce qu'ils ont réalisé, mais bon, on va dire 73 victoires, 9 défaites, c'est ça, hein? Pour ces Warriors qui ont échoué en finale face aux Cavs face aux Cavs de King James, qui a enfin remporté, on va dire quoi, il a the Promise Keeper, comme ça on l'appelle maintenant, non? The Promise Keeper. Il a amené le titre à la maison. Voilà, alors ta réaction par rapport à cette équipe, est-ce qu'elle t'a déçu aussi, ou bien est-ce que tu trouvais que c'était normal? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette équipe des Warriors? Bon, si je veux les changer un peu, je vais dire que c'était normal vu qu'ils jouaient contre LeBron. Mais honnêtement, je pense que... Honnêtement, je pense que ça, c'est de toutes les équipes. Je suis même d'ailleurs très content que tu aies gardé cette équipe pour la fin parce que je pense que depuis qu'on parle des équipes, on a vu un peu, on a essayé de comprendre, on a vu, ok, telle ou telle équipe a perdu parce qu'ils avaient perdu des joueurs clés, ils n'ont pas su renforcer le banc, ils n'ont pas su faire ceci. Mais les Warriors sortent d'une saison 2014-2015 exceptionnelle où ils remportent 67 matchs. Ils arrivent en tant que champion NBA avec un Stephen Curry qui fait 10 fois mieux que ce qu'il a déjà fait lors de sa première saison de MVP. Un Klay Thompson qui montre à tout le monde qu'il n'est pas seulement un troisième lieutenant, il montre qu'il est aussi un excellent joueur, un excellent défenseur. Un Iguodala qui, malgré le fait qu'il a été relégué sur le banc, prouve que j'ai eu mon Finals MVP, donc je suis quand même toujours le joueur qu'on a connu, le joueur qui a été All-Star, qui a été dans Team USA. Andrew Bogut, malgré le fait qu'au début de sa carrière, il a eu beaucoup de blessures, il prouve quand même pourquoi il avait été numéro 1 de la draft. Le banc, comment il s'appelle, Livingston, qui malgré sa blessure énorme lorsqu'il jouait contre les Clippers, pour les Clippers, a pu revenir et être un joueur de qualité, être un joueur vraiment sur qui on peut compter en sortie de banc. Donc, je n'arrive même pas, je ne pense pas que j'aurais assez de mots pour décrire la qualité des joueurs et de l'effectif des Warriors.
Ils ont prouvé tout au long de la saison, 73 victoires, Stephen Curry 400 tirs à 3 points en jouant 20-25 minutes par match. Donc, je pense que moi-même en tant que fan des Cavaliers, quand la finale a commencé, moi j'avais juste foi en King James, mais si on me demandait mon analyse honnête, j'aurais dit 4-1 ou 4-2 pour les Warriors. Donc, je pense que cette équipe ça a été une déception parce que sur le terrain, un gars qui a été MVP sans contestation. Tout le monde, même les supporters du King James, on leur posé la question. Moi, parmi, j'aurais dit Stephen Curry MVP, sans même réfléchir. Je pense que ça a été vraiment une déception qu'un gars de ce calibre n'ait pas pu élever le niveau et je pense qu'il a craqué. Parce que notamment lors du Game 6, on l'a vu jeter son dentier. C'est un supporter, oui. Et c'était vraiment, je trouve que c'était vraiment, pour un joueur de ce calibre-là, ça m'a vraiment déçu. J'étais content que les Cavs win, mais la manière dont ils ont gagné, je me suis dit vraiment qu'il y avait beaucoup mieux à faire côté Golden State. Je pense que c'était plutôt une question d'irrégularité. Quelque chose que j'avais apprécié lors du Game 1 et du Game 2, c'est que le banc des Warriors avait surélevé le niveau et c'est quasiment le banc qui a gagné les 2 premiers matchs. Et j'avais d'ailleurs une conversation avec quelqu'un en disant que voilà la raison pour laquelle les Warriors pouvaient être la meilleure équipe de tous les temps devant les Bulls de 96. Parce qu'ils ont une complémentarité telle que même si le joueur clé de l'équipe est en mi-forme, le banc est capable le banc est là pour porter, ouais. Voilà, il est capable de dire, tu sais quoi, d'habitude, c'est toi qui le fais pour nous. Aujourd'hui, on va le faire pour toi. Tu peux te reposer, tu peux te remettre en jambe et on se voit au prochain match. C'est ce que j'avais apprécié lors des 2 premiers matchs. Mais les matchs d'après, c'est le banc. Ce ne sont pas des joueurs d'élite. Ils ne vont pas faire la même performance pendant 10 matchs d'affilée. Donc, malheureusement, ça les a rattrapés, notamment du Game 3 qu'ils perdent par 30 points. Game 4, Klay Thompson et Steph Curry se réveillent un peu, enfin après 4 matchs. Mais après ça, on a vu vraiment un manque de leadership. On pourrait parler peut-être de l'absence de Draymond Green au Game 5 et que son leadership a vraiment fait défaut. Mais pour une équipe qui a un double MVP, on a un joueur comme Iguodala qui est allé avec Team USA, qui a une médaille olympique, qui a été All-Star. Je pense qu'ils avaient suffisamment de joueurs sur le terrain pour pouvoir se relever et dire ok, nous sommes à la maison, nous menons 3-1, c'est l'occasion de clore les débats, mais ils n'ont pas su le faire. Bon, je ne vais pas parler des performances de LeBron et Kyrie Irving parce que c'est vrai qu'ils ont été exceptionnels, mais je pense qu'une équipe du calibre des Warriors aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment été déçu. Déçu de leur part, oui. J'ai été vraiment déçu. Et notamment Stephen Curry, on entendait déjà des débats comme quoi, Jordan a donné le flambeau à Stephen Curry. Maintenant, Kobe donne à Stephen Curry. Donc c'est tout ça. Le doc, une réaction pour répondre à Aurélien? Tu veux que je dise quoi, mon gars? C'est encore sous perfusion. Mais pour juste dire, en fait, par rapport à la saison dernière, on a dit qu'il manquait les joueurs chez les Cavs. Ils étaient là cette année, donc qu'on soit surpris que les Cavs gagnent, ça m'étonne. Mais ce qui surprend vraiment la victoire des Cavs, c'est que le Golden State a démontré tellement de force sur les premiers matchs qu'on s'est dit non. Parce qu'à la base, cette finale doit finir en Game 7 parce que c'est des forces égales. Limite même les Cavs sur le papier sont plus forts. Moi j'ai toujours dit Stephen Curry il s'enflamme là, mais c'est pas LeBron James. Même Kyrie Irving, moi j'étais intimement convaincu toute la saison quand il se faisait critiquer que c'est le meilleur meneur de la ligue parce que je l'ai vu porter Team USA à 22 ans ou à 21 ans, je sais pas, comme j'avais jamais vu de toute ma vie. Donc je l'ai vu, moi je savais qu'il va. De toute façon, Kobe Bryant avait même déjà dit, c'est le prochain Kobe peut-être dans son style. Maintenant, il fallait juste que la mayonnaise prenne et ça a commencé à prendre en fin de saison régulière. Mais moi, comme je disais, toujours leur parcours en play-off les a floués. Le parcours des play-offs des Cavs, ça les a floués parce que ça a été trop facile.
Tandis que de l'autre côté, il y avait des bagarres même inattendues parce que OKC a surpris son monde. Mais pour moi, cette finale, je suis déçu parce que je suis un peu déçu dans le genre, le match France-Allemagne qu'on a vu en Euro. En l'Euro de foot. On a vu des Allemands tellement plus forts que les Français, mais qui ont perdu. Parce que c'est la preuve que le plus fort ne gagne pas forcément. Le plus fort fait une erreur, il peut perdre. Le papier, ouais. Parce que, mais même sur le terrain, cette équipe des Warriors dégageait tellement, comme il a dit, le banc. Tellement de certitude, ouais. Voilà, c'est-à-dire à 3-1, c'était quand même d'une violence. Franchement, comme il dit, LeBron a échappé à la plus grosse des illusions de l'histoire du basket. Parce que 4-1 là, rappelle-toi que nous-mêmes, on commentait le Game 4 ici en disant... Oui, on était en direct. On était même déçus, on disait LeBron perd ses nerfs parce qu'il commençait à taquiner, à vouloir bagarrer avec... Il s'énervait, c'est vrai. Il avait perdu ses nerfs. Et est parti finir à Golden State en 4-1, ça aurait été la plus performance ou pas performance, la plus grosse désillusion de l'histoire. Et ça s'est tourné peut-être à l'un des plus grands accomplissements de l'histoire des finales. Mais moi jusque-là, j'ai ma certitude, après c'est pas le débat de ce soir, que les Warriors étaient tellement plus forts et que peut-être, comme certains basketteurs me l'ont dit, le momentum a été cassé. Le momentum a été cassé. Ils ont cru qu'ils étaient aussi forts que ça sans Drummond. Dès qu'ils ont perdu, et son retour n'a rien changé. Je pense que le momentum s'est cassé complètement. Et Curry, c'est vraiment lui la vraie déception. C'est vraiment la vraie déception, c'est même pas l'équipe. Parce que de l'autre côté, vous avez un duo qui a tourné à plus de 50 points de moyenne à deux, presque 60 de moyenne à eux deux. Et de l'autre côté, on a un duo qui a tourné maximum à 35 points à eux deux. Ouais. C'est pas suffisant. Ça se joue à ça, hein. C'est quasiment 20 points d'écart chaque match. Et c'est pas suffisant. Le banc peut pas tout faire. Donc c'est une vraie déception. C'est une vraie déception. Parce que trop fort, et ils ont perdu. Allez, on va terminer la soirée. C'était vraiment c'était excellent. J'ai vraiment adoré vos analyses sur ces super teams vraiment qui ont déçu dans l'histoire de la NBA. Et on va terminer par votre classement, votre Big Three des plus décevantes de l'histoire. On va commencer par Aurélien. Alors Aurélien, ton Big Three des équipes les plus décevantes de l'histoire sur les 10 équipes qu'on a analysées ce soir. Tu peux commencer par la 3e place. Ok, je dirais 3e place, les Lakers 2012-2013. Ouais. 2e place, Miami 2010-2011. Et 1re place, Warriors 2015-2016. Tu mets les Warriors à la 1re place. Oui. Ils t'ont vraiment déçu. Allez, le Doc NP, ton Big Three des 3 équipes les plus décevantes de l'histoire sur les 10 équipes qu'on a analysées ce soir. Les 3 équipes... On commence par la 3e place. Tu termines par la 1re. Compliqué ça pour moi. Troisième... En 3e... je mets... Qu'est-ce que j'avais dit comme déception même encore, parce que j'essaye de revenir. Oui, tu avais dit Bon, déjà les Warriors, tu avais dit les Warriors, tu avais dit Dallas. Oui, en troisième, je vais mettre Dallas 2006-2007, tu avais mis. En troisième, oui, je vais mettre Dallas. Tu avais mis aussi Miami Heat 2010-2011 aussi, tu avais dit. Oui, en deuxième, je vais mettre Golden State de cette année. Ouais. Bon, en deuxième, je vais mettre Golden State de cette année, mais en premier, c'est surtout parce que autant les Golden State de cette année, pour moi, ce sont des surprises depuis 2 ans. Curry est fort, mais c'est pas comme si c'est machin. Ils surprennent leur monde depuis là. Il y a même pas de vrai Big Three avant que Kevin Durant arrive là. Pour moi, c'est un Big 1 et des bons joueurs, des super joueurs autour. Pour moi, c'est vraiment le hit de 2010-11 quand je vois l'effectif et les super joueurs qu'ils ont à tous les postes. Ils ont un monstre, ils ont 2 monstres. Dwayne Wade était encore... les gens oublient que c'est le 3e meilleur arrière de tous les temps. De tous les temps, c'est le 3e meilleur arrière de tous les temps.
Ils ont cette équipe, franchement, ça a été une jouissance de les voir. Pardon. Mais c'est une déception. Donc le Miami Heat 2010-2011, tu le mets premier dans ton classement. Par contre, je précise bien, bien, pour ceux qui écoutent, c'est les équipes qu'on a données. Parce que moi, j'ai d'autres plus loin qui sont pires que ça, pour moi, comme déception. Je précise bien que c'est dans ça peut faire l'objet d'une parenthèse, vas-y, dis-nous. Oui, non, mais la parenthèse, c'est... je prends simplement les Los Angeles Lakers de Magic Johnson qui perdent contre Houston en finale de conférence. Je pense... je sais plus, en 86 ou 84, je sais plus. Et même en finale, comme ça. Et une année où ils avaient 5 All-Stars. Parce qu'ils avaient même des stars en veux-tu, en voilà. Byron Scott, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Magic Johnson, Michael Cooper. Tu te même demandé comment ils sont allés perdre contre l'équipe de Houston. Ouais, c'était en 86, tu te demandes même. 84, comment ils sont allés perdre contre Houston. Et ils avaient déjà perdu un peu avant, 2 ans avant, contre les Sixers. Je pense qu'ils avaient perdu 2 ans avant contre les Sixers. Et c'était pareil, c'était une Dream Team de feu. C'est pour ça, en fait, certains pensent que c'est le hate, mais j'ai toujours dit Magic Johnson, et ça fera l'objet d'un débat. Je suis prêt à débattre. Magic Johnson, c'est pire que, pour moi, c'est pire que LeBron James. Pour moi, Magic Johnson, comme Charles Barkley l'a dit, n'a pas sa place dans les 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Pourtant, c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, hein. Mais il a été plus aidé que LeBron James. Dans l'histoire, moi, on parle de hate, dans l'histoire, la preuve, il joue 9 finales en 11 ans. Les gens pensent qu'on joue 9 finales en 11 ans dans une conférence comment? Je parle souvent de la conférence Est depuis 2005, mais l'Ouest, à cette époque-là, c'était pire. Il n'y avait que Dallas et Houston peut-être qui ont un peu surnagé. La preuve, dès que les Lakers arrivaient en finale NBA, ils avaient en face des hommes, des mecs de la conférence Est qui avaient bagarré. Et dès qu'ils ont un peu vieilli, les Bulls les ont même tapés. La preuve, quand ils perdaient pas à moitié. Hein. Et ils perdaient en général comme ils ont perdu un homme, où il y a un joueur diminué. Ils prennent 4-1 contre Houston, 4-0 contre les Pistons, 4-1 contre les Bulls. C'est ce genre de défaite. Donc ils avaient à faire. Je ne sais même pas si les gens se rendent compte qu'en 84, là, quand ils perdent, ils ont même Bob McAdoo. Bob McAdoo qui était l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA à un moment donné. Ils avaient pris tout le monde. Et Kurt Rambis et tout le... C'était une Dream Team où tu veux être meilleur. C'est pour ça que moi un jour on m'a demandé Jason Kidd ou Magic Johnson. J'ai dit Jason Kidd, on m'a insulté. Mais j'ai dit non. Si tu mets Jason Kidd dans une équipe comme celle-là, il ne va pas faire des triples-doubles comme Magic Johnson, mais il va te montrer le basket aussi. Il va te montrer que passer le ballon, c'est son boulot. Et il sait le faire. Donc c'est pour moi c'est les numéro 1 d'exception quand les mecs là dans leur balade, quand ils ont perdu contre Houston en finale de conférence 4-1. Pour moi c'est le numéro 1. C'est pour ça que je dis bien que on nous a donné des équipes et je dis par rapport aux équipes. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Quand je parle de Utah de 2010, la finale de conférence c'est contre les Lakers, je pense. Mais ce Utah, je ne sais pas si les gens se rappellent bien de ce Utah Jazz, mais ceux qui revoient ce Utah Jazz, parce que quelqu'un m'a dit que la conférence Ouest n'avait que les Lakers ou je ne sais pas quoi, mais le Utah Jazz de Deron Williams, Boozer et le reste, ils avaient Kirilenko. Il y avait qui d'autre encore là-bas, là, Aurélien? Je sais plus. Est-ce que je ne sais pas si Millsap était là? Non, je ne crois pas qu'il était là. Oui, il y avait Millsap. Il y avait Millsap aussi. Était là, il y avait, mais je te dis, cette équipe, il y avait Mehmet Okur. Il y avait Wesley Matthews. Il y avait CJ Miles, Carlos Boozer.
Deron Williams, Kirilenko, Kyle Korver, Ronnie Price. Et il y avait même Kostas Koufos en troisième pivot. C'était une équipe qui était pleine de talent. C'était un truc de fou. C'est pour ça qu'ils arrivent en finale de conférence. C'est vrai. Moi, j'ai vu Kobe Bryant taper cette équipe en finale de conférence. J'ai dit, tu es fort. Parce que pour moi, c'est eux qui étaient favoris. Ils avaient une équipe trop complète. Trop complète. Mais voilà une équipe qui est pour moi une déception. Parce que, comment ils ont fini, tu as vu tous les talents qu'ils avaient. C'était pas la preuve, si tu vois Deron Williams et Carlos Boozer à Team USA, c'est pas par hasard. Pas par hasard, ouais. À Team USA, ils avaient 2 joueurs à Team USA. C'est pas par hasard. Voilà une autre équipe je peux considérer comme une déception, mais j'avoue que mon numéro 1 reste Miami. Mais avant eux, j'aurais mis les Los Angeles Lakers de 86 et même ceux de 91 contre les Bulls. Perdre 4-1, se faire lessiver comme des petits enfants comme ça, c'était une belle honte. Voilà, donc pour ce soir, c'est terminé. Une très belle émission en direct live sur le parquet de la radio off. Donc je vais en profiter pour diffuser, bon c'est pas quelque chose de très long, mais juste un petit big up de la part de Eddie Tambandu en direct d'OKC. Il est vraiment bloqué, il est au boulot, son patron veut pas le lâcher. Donc il m'a demandé de vous saluer, Ama et Aurélien. Salut Eddie. Il m'a demandé de vous faire un petit big up. Il va réécouter tout le show. Il m'a dit ça va lui permettre de se détendre, qu'il est un peu stressé à cause du boulot. Donc on va en profiter pour lui dire bon courage et de se donner à fond à son bureau. Donc voilà, allez, donc c'était une très belle émission, vraiment. On n'était pas nombreux sur le parquet, mais le sujet était intéressant et il y avait de quoi dire. Donc Aurélien, gars, merci d'avoir été là ce soir. Oui, merci pour l'invitation une fois de plus, ça fait toujours un plaisir, même quand on a été là, ça m'a un peu dérangé. Ça fait toujours plaisir, je sais que lui aussi il est très content quand il sait que tu es sur le parquet, Ama, n'est-ce pas? Ça me fait un élève de plus, mais c'est un élève récalcitrant. C'est un élève récalcitrant qui prend les notes pour aller pour combattre. Mais je sais qu'il a du bon en lui et qu'un jour il va se rendre compte que le chemin Illuminati là n'est pas le bon. Un jour il va retrouver le droit chemin, tu veux dire? Oui. J'ai une dernière question, Aurélien, avant qu'on mette la clé sur le paillasson. Si on te donnait les Warriors de 2016 et les Miami de 2010-2011 pour un match, qui gagne? Miami. Attends, j'ai pas suivi. Les Warriors de 2016, les Warriors de 2015-2016 contre Miami 2010-2011. Toi, Aurélien, toi tu dis Miami, toi? Oui, je dis Miami, je réfléchis même pas. Ama? Logiquement, Miami devrait le Miami parce que oui, logiquement, parce que cette fois-là, je vais te dire clairement, c'est aussi simple que ça. Le talent d'Achille, c'est que l'autre, Smith, qui est le poste 2, il se bat comme il peut. Mais Dwayne Wade aurait mangé le petit frère là de Klay Thompson. Et surtout, Miami avait le banc pour répondre. Miami, comme tout à l'heure, on a cité les joueurs. Ils avaient le banc pour répondre. Ils avaient tout. Ils avaient tout ce qu'il faut. Mais s'ils ont perdu contre Dallas, peut-être qu'ils auraient perdu, mais ça aurait été une surprise contre les Warriors. mais en favori, je mets Miami. Ouais, Miami. Donc on peut dire que Miami, c'est reste une des équipes qui avait vraiment déçu. Des équipes qui avaient vraiment déçu dans l'histoire. On attendait beaucoup d'eux, mais ils n'avaient pas réussi. Bref, c'est toujours intéressant de revenir sur ces éléments clés de l'histoire de la NBA. Ça permet à ceux qui n'y connaissent pas grand-chose d'en apprendre un peu plus. Ça permet aussi à ceux qui en savent un peu plus de se remémorer les moments clés de l'histoire de la NBA. Ça nous fait toujours plaisir. Allez, on va clôturer, mettre la clé sur paillasson pour ce soir. On va remercier le Doc NP. Le Doc, merci gars d'avoir été présent pour ce match. Et on donne rendez-vous aux auditeurs jeudi pour nos limites. Ouais, jeudi prochain. Jeudi prochain pour nos limites basket. 21h30, soyez connectés pour nos limites basket. On va donc faire le point sur l'actualité du moment. Le Doc NP aura largement le temps de nous entretenir de sa rubrique. Vous savez qu'il a sa rubrique le jeudi
sur Radio Off Basket pendant le No Limit. Le doc, on fait comme ça, non? Donc jeudi, le doc? Proprement. Donc jeudi, le doc va nous entretenir de sa rubrique qui nous tiendra au courant des heures où, bien entendu, le jeudi là, il n'y a pas de souci vu qu'on suit l'actualité du moment. Et bien entendu, on remercie tous ceux qui étaient connectés en direct live ce soir, ça nous a fait très plaisir. On remercie aussi, bien entendu, les retardataires ou ceux qui préfèrent écouter les podcasts le lendemain, puisque chacun a ses habitudes sur Radio Off Basket. Il y en a qui préfèrent écouter les shows le lendemain avant d'aller au boulot ou en rentrant le soir ou en prenant la pause de midi. Aurélien, tu es toujours sur la route? Oui, toujours. Il me pleut pas, j'ai cru un moment qu'il pleuvait. Non, il fait tellement chaud ces temps-ci, c'est comme si c'était la punition. Tu veux dire qu'il fait plus chaud qu'au Cameroun? Non, oui, il fait vraiment plus chaud. La seule différence peut-être c'est qu'au Cameroun c'est une chaleur humide donc c'est étouffant, mais ici c'est comme si on est en train de se préparer. Ok. Allez Aurélien, on te souhaite de passer une bonne route, d'arriver à bon port et on se dit à la prochaine. Ok, merci, bonne soirée à vous. Allez, Okay, ciao. Ciao les gars, ciao Ama, Okay. ciao la ciao, famille, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été connecté sur Radio Off Basket. Ciao les gars. Bonne soirée. Bonne soirée.